Benvenuto a tutti nell'una questa nuova video che par là del Giro d'Italia 2025. Bonjour à tous et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui nous allons parler du Giro 2025. Nous allons faire une petite preview de cette course rose. C'est un peu galère. Bon, les gars, ça fait quand même énormément de temps qu'on ne s'est plus vu pour des vidéos tout simplement preview, même débrief. Je voulais en faire au fur et à mesure, mais bon, les classiques, je n'ai pas fait au moment de l'E3, sauf que 2 jours après, t'avais gants et à chaque fois, je repoussais. Et puis, vu qu'à partir du Tour des Flandres jusque le mardi qui suivait Paris-Roubaix, j'étais pas chez moi. Puis après, bah, j'avais pas mal de révisions aussi à faire ces temps-ci, donc j'ai un peu moins eu le temps de faire de vidéos et de débrief. Parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai plus fait de vidéo, ça fait plus de 3 semaines. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être qu'on aura du temps pour terminer le Pro Team et le Pro Leader, mais ça va être chaud, je vais pas vous mytho. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Giro. Alors, on va parler de pas mal de choses. On va parler en français, on va parler du parcours, mais aussi, je dirais même de la start list. Donc, on va commencer par la start list. On va commencer du coup par ordre alphabétique avec la Alpecin qui, comme souvent sur les grands tours, et même de manière générale, est toujours tournée vers les victoires d'étape et vers le sprint, qui est une de ses spécialités, hein, le sprint sur les grands tours, avec aussi forcément une classique flandrienne pour Mathieu Van Der Poel, enfin les courses pavées. Et du coup, on a une équipe Alpecin qui n'est pas avec Caden Gross en tant que leader. Faudra pas nous oublier Quinten Hermans, qui est là en tant que le Belge puncher qui a une bonne pointe de vitesse. Il y a Yuri Holman aussi, Jimmy Jensen, Thibaut Kellich, Edouard Plancart et Fabio Van Den Bos et Luca Vergaito. Vergaito aura peut-être un peu plus, sera un peu plus à son aise peut-être en montagne pour se tester. Il sera peut-être un peu plus sur certaines étapes, mais en tout cas, les 5 coureurs précédemment cités, eux, auront plutôt un rôle d'être dans le train, hein, même Vergaito et Hermans pour aider à certains moments pour Caden Groves, qui aura l'objectif d'aller chercher une victoire d'étape, et Caden Groves qui au final bah, est mine de rien l'un des favoris sur les étapes de plaque, qui sont nombreuses sur ce Giro d'Italia. Alors certes, il y en a encore quelques-uns. Enfin, il y a quelques autres coureurs qu'on ira voir plus tard. Mais il fait partie des principaux favoris. Il a déjà remporté des étapes sur le Giro, que ce soit en 2023 ou même l'an dernier. Donc voilà, ça va être un coureur assez important l'an dernier, quoique j'avais peut-être un doute. Est-ce que l'an dernier, il avait remporté une étape par hasard? Je vais vous dire ça parce que j'ai un doute à l'instant. Il n'en avait pas remporté. C'était en 2023 qu'il en a remporté, mais il a remporté pas mal d'étapes sur la Vuelta dans sa carrière. Alors, on va juste pouvoir continuer. Pourquoi le parcours complet? Non, moi je voulais la liste. Voilà, la liste de départ, on va être avec l'Arca. Arca qui est une équipe limite assez faible, même on peut dire assez faible sur le départ de ce Giro. Avec Verret, Josué Epi, l'italien Simon Guglielmi, le français Lorenz Seuss, Michel Reiss, Embret Svestat Bergsten, Pierre Thierry et Martin Chota. Bah, une équipe qui aura des baroudeurs, qui va tenter des coups sur les étapes de place et de se montrer, pourquoi pas emporter en fonction des conditions une étape. Si par exemple on a un coureur comme Simon Guglielmi qui est dans un groupe important et qui peut anticiper. Après, à part Guglielmi, je vois pas beaucoup de coureurs qui peuvent peut-être peser pour aller chercher ne serait-ce que même ouais, un top 5 sur une étape. Et encore top 5 peut-être ce serait un peu trop, mais faudra voir. Par contre là on va entamer un gros dossier avec la Bahrain Victorious. Pourquoi je dis un gros dossier avec la Bahrain Victorious? Parce qu'on a Antonio Tiberi qui sera accompagné de Caruso, Afonso Laio, Matej Govekar, France Milosevic, pardon, Andrea et oui, pas Milosevic qui est le dictateur. C'est Andrea Pasqualone durant la guerre de Yougoslavie, Eduardo Zambanini et Pello Bilbao. Pello Bilbao, c'est vrai qu'il fait une saison, même depuis l'an dernier, des saisons un peu compliquées. Forcément, il commence à avoir un certain âge. Pello Bilbao, aux alentours de 35 ans. Et c'est vrai que l'an dernier, sa saison était compliquée, notamment son abandon sur le tour. Il y avait son du tour où il avait été bon. Mais sinon, c'était compliqué. Même Caruso, son tour des Alpes est pas si mauvais que ça. En termes, bah, du coup, il était équipier de base, mais il est devenu leader. Après, honnêtement, il va être là en tant qu'équipier, mais même si sur le Giro il est performant de temps en temps, à l'image de 2023 où il est capable de tenir quatrième, où il n'y a pas spécialement une grosse
hype autour de lui. Et où, bah, spécialement, comme on pourrait dire, c'est un Giro assez compliqué. Au final, pour la bataille au général, bah, il y avait le podium, mais après, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai qu'autour de Caruso, il n'a pas été tant menacé que ça, il n'a pas été tant offensif que ça. Il était à une place normale, comme Pinot qui fait 5, même si Pinot c'était avec des échappés aussi qui étaient remontés. Mais il était à sa place. Il n'a pas spécialement, c'est vrai, comme je dis, tenté que ça. Et il faudra voir ce qu'il fait, parce qu'il est peut-être un peu sur le déclin. C'est peut-être sa dernière saison pro. Après, il y a aussi des jeunes avec Govekar ou même Elayo qu'on voit moins. Il y a toujours l'expérience avec Pasquale pour aller chercher pourquoi pas des places. Zambanini qui peut être intéressant. Et Miolsevic, pourquoi pas bah, être. Ouais, ce serait méchant de dire aller chercher les bidons. Mais vous voyez l'idée. Être ouais, un équipier mais qu'on va pas spécialement énormément, je pense. Ou même pourquoi pas vite fait rouler ou aller dans quelques échappées. Par contre, Tibéri, c'est assez important parce qu'il a certes fait un Tirreno où il est bien placé au général. Mais c'est assez compliqué pour Tibéri cette saison. Il a eu son, ouais, comme je dis, son Tirreno, mais de l'autre côté, le Tour des Alpes. Mais il n'avait pas couru jusqu'au Tour des Alpes. Il va faire. Il va tomber malade. Il sera. Comment on peut dire ça? Il abandonnera lors de la deuxième étape. Et côté Bahrain Victorious, il n'est pas là sur cette étape, sur ce Giro, mais on en reparlera plus tard. C'est Lenny Martinez. Qui, quand même, Lenny Martinez, de base, devait être coureur qui joue les victoires d'étape sur le Tour et équipier d'un Buitrago. Bah, ça s'est inversé. Certes, Buitrago a gagné une étape, même deux, je crois, peut-être. Enfin, qui a été vainqueur d'étape et qui a remporté le général du Tour de la Communauté de Valence. Mais avec Lenny en tant qu'équipier, Lenny a été équipier, s'est sacrifié pour lui sur le Tour des Alpes-Maritimes où au final, bah, Buitrago n'a pas distancé un Scaroni qui a remporté la première étape et le général de cette épreuve devant Buitrago et Lenny. Et Lenny s'est sacrifié, au final Buitrago n'avait pas gagné. Idem sur Paris-Nice. Buitrago chute et abandonne. Lenny gagne une étape, alors ça, il y a l'histoire de la bordure et après, oui, à Oron, il va attaquer et récupérer un peu de temps. Enfin, quand j'ai récupéré un peu de temps, c'est l'un des seuls avec Gal à attaquer sur cette étape-là. Mais le lendemain, il perd encore du temps. Mais Lenny va faire cinquième d'un Tour de Catalogne. Quand Buitrago va faire sixième derrière Lenny qui fait 4 de la Flèche Wallonne. Et Lenny va remporter une étape, plus finir deuxième du général en ayant porté le maillot leader et finir maillot blanc d'un tour de Romandie. Donc, si on que Lenny Martinez est en très grande condition, il aura quand même pas mal de jours de course. Aux alentours de 38 au départ du Tour de France, qui est quand même beaucoup. Mais est-ce que Lenny ne tentera pas le général sur le tour? Après, il n'a pas joué le général sur un grand tour. Et pour le moment, les grands tours, c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas avoir une victoire d'étape dans Lenny Martinez? Par exemple, je pense notamment pour lui à la Plaine sur le Tour de France. Où on pourrait, justement, même en ce qui concerne Lenny Martinez, j'ai parlé d'une victoire d'étape, pourquoi pas pour lui à la Plagne. Mais voilà, oui, il peut aller s'imposer sur cette étape-là et faire un top 10. Et on peut même voir aussi, pourquoi pas, un David Gaudu. On en parlera plus tard, mais j'imagine bien un David Gaudu, pourquoi pas gagner l'étape de Super Bannière et finir aussi dans les 10 premiers du général. Et une victoire côté française, parce que je pense qu'on peut faire 3 victoires d'étape français sur le Tour de France et pourquoi pas 2 coureurs dans le top 10. Je rappelle que pour moi, c'est une honte de ne pas avoir de coureurs français dans le top 10 du classement général final du Tour de France. L'an dernier, on n'en avait pas. Là, je pense que cette année, on peut revenir dedans avec David et avec Lenny. Et oui, Romain Grégoire peut peut-être pourquoi pas remporter une étape comme à Boulogne-sur-Mer ou même en début de tour, il y aura pas mal d'étapes qui seront à sa convenance. Mais je m'écarte un peu pour Tibéri, qui sera assez important parce que je rappelle qu'il y a eu seulement une seule reprise où aucun coureur italien était dans le top 5 du Giro. C'était en 2020, et Nibali, je crois, 7ème. Bah là, Tibéri aura sa carte à jouer. Pas mal de coureurs aussi n'ont pas couru depuis longtemps parmi les favoris. Il a l'avantage du contre-la-montre, Antonio Tibéri. Après, c'est peut-être pas le coureur le plus offensif en montagne. Il va suivre. Faudra voir. Je parlais de Lenny Martinez tout à l'heure qui a une grande progression. Peut-être pour un général sur Grand Tour. Faudra voir cette année s'il peut pas aller chercher un top 10. Bah, Tibéri, il a fini 5ème du Giro l'an dernier. Avec le maillot blanc. Il a déjà l'expérience d'un général sur Grand Tour. Sur son tour national. Il y aura les tifosi autour de lui. Et il peut être assez intéressant, Antonio, honnêtement. Après, c'est vrai que sa forme était peut-être pas au niveau qu'il voulait. Parce que comme j'ai dit, abandonné sur le Tour des Alpes et du coup quasiment pas avoir couru depuis Tirreno parce qu'il a dû faire une étape et il a abandonné je crois au départ de la deuxième ou en tout début d'étape. Bah c'est compliqué. On sera peut-être en manque de repères au tout début. Après oui c'est la meilleure carte italienne pour faire une belle place au général et puis il a toujours l'avantage comme j'ai dit du contre-la-montre. Et en montagne il pourra suivre et puis là je parlais de Denis justement avant. Mais lui il progresse, il est encore jeune aussi Tibéri. Il sera peut-être pas le plus surveillé même si on le connaît parce que il a fait un bon résultat sur Tirreno Adriatico. Je vais aller vous redonner son résultat sur Tirreno Adriatico d'ailleurs tout de suite. Euh, alors, évidemment, Tirreno Adriatico, je ne vais pas le trouver là. Tirreno, si voilà, Tirreno.
général, Tiberi fait 3ème. Bon, derrière Ghana quand même, une seconde derrière lui, et derrière Juan Ayuso aussi. Donc voilà, ça reste quand même un coureur qui a été performant cette saison. Et qui sera leader de son équipe avec quand même 2 coéquipiers qui pourront, pourquoi pas, l'épauler. En montagne en tout cas, même s'il y aura aussi des jeunes dans cette équipe. Et Pascal peut faire quelques sprints sur son tour national, mais aussi a quand même de l'expérience, il peut protéger en pleine. Et ça court forcément, comme je viens de dire, d'expérience. Et qui aura l'habitude, pourquoi pas, d'encadrer un leader, mais qui peut toujours faire des passes. Côté Cofidis, on part avec très clairement un objectif de sprint avec Milan Fretin et Pita Alcart. Et même Oldani qui peut être équipier, un peu baroudeur à l'image d'un Samitier, mais qui seront aussi, du coup, comme j'ai dit, équipier. Anthony Perez aussi, baroudeur équipier. Gotomir, certes, je crois qu'il avait fait 5ème d'un Tour de l'Avenir. Ça devait être en 2021. Attendez, je vais vous dire ça. Pour moi, il a fini 5ème. 2021. Je crois que c'est ça, il doit faire 5ème. Tour de l'Avenir. Le général du Tour de l'Avenir cette année-là. Il avait fini. Ouais, voilà, c'est ça, il avait fini 5ème à 12 minutes quand même, hein. Après une remontée sur la dernière étape. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il était aussi loin que ça. Mais c'est vrai que depuis, il a pas performé. Limite, hein, depuis son départ, enfin depuis qu'il est passé professionnel, c'est vrai qu'on l'a quasiment peu, voire pas vu performer. Alors il est encore un peu jeune, mais ce serait bien pour lui de pourquoi pas performer. Même si sur ce Joe ça va être compliqué, et je pense que ça va être compliqué de manière générale. Il sera là dans son équipe, pourquoi pas pour quelques échappées, être équipier. Moniquet et l'Astra, pareil, seront là dans des échappées, pourquoi pas tenter des victoires pour eux, même s'ils peuvent être assez limités. Et même ils seront dans l'encadrement. De toute façon, je pense que cette équipe, il y aura quelques coureurs qui seront baroudeurs, mais ce sera surtout tourné autour de Milan Fretin, qui est un bon sprinter et qui peut, pourquoi pas, aller chercher des accessites. Podium, top 5, victoire étape, ça peut être compliqué, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il peut aller en chercher sur ce tour. Enfin, sur ce Giro, faudra voir. Samedet, chez Decathlon, qui lui aussi sera l'un des grands favoris pour le sprint, honnêtement. C'est assez intéressant à voir. Je pense que oui, il a eu des bons résultats, notamment avec de victoires d'étape sur le région Pays de la Loire Tour cette saison. Et des victoires aussi sur le Tour de la Provence. Il aura une équipe qui sera quand même tournée pas mal autour de lui. En tout cas, on aura quelques coureurs. Je pense notamment à De Wolf et De Bond pour le plat. Et à un Dorian Godon qui sera là avec sa pointe de vitesse sur des étapes un peu plus difficiles. Mais peut même l'aider là en tant que poisson pilote. Tu auras Prudhomme et Geoffrey Bouchard pour la montagne. Prudhomme vainqueur de la dernière étape devant Paul Sexas. Ou Paul Sexas, alors que l'équipe des Decathlon voulait le faire gagner, bah il a dit non, c'est Prudhomme qui va gagner. Donc il a laissé Prudhomme gagner cette étape-là. Et Bouchard aussi, ancien meilleur grimpeur du Tour d'Italie, qui a eu des problèmes l'an dernier physiques, mais qui a réussi qui était revenu au niveau du peloton professionnel, qui avait repris vers le championnat de France et qui avait fait une Vuelta, je crois, il me semble, en tant qu'équipier. On a Thor Gud Mestad et Jonas Tuckmistet aussi en tant que jeune coureur. On a origine de cette formation pour prendre de l'expérience, qui peut être assez intéressant aussi, il faudra voir. IF, on vient quand même avec un favori pour le général, en tout cas pour le podium, pourquoi pas, mais en fonction des circonstances, parce que il peut toujours gagner, même si, de toute façon, on le sait que Carapace c'est la victoire ou rien, mais des fois il peut avoir quand même des contre-temps, notamment sur le Tour de France l'an dernier. Je pense à l'étape 15 où il était pas mal en contre-temps. Alors certes, il va remporter son étape. Voilà, il va remporter son étape sur le Tour de France l'an dernier. Il est vrai. Après, l'an dernier, ça a été quand même compliqué. Enfin, sa Volta, elle m'a énervé à certains moments. J'ai oublié le nom, Super Dévolu, voilà. Là où il s'est imposé l'an dernier. Mais voilà, ça m'avait un peu énervé, comme je dis, sa Volta, parce que. Enfin, pas sa Volta. Sa Volta, il fait 4ème. Mais son Tour de France, sur l'étape 15, à un moment, il part en contre, il a une minute, il revient. Il mettait plusieurs attaques. En fait, ce qui me gênait, c'est un peu. Est-ce qu'il est un peu comme un Benelli à contre-temps? Après, on sait que cette formation, hier, c'est beaucoup tourné vers l'attaque et Carapace, c'est la victoire ou rien. S'il n'est pas dans le coup pour le général, il ira chercher des victoires d'étape et il est redoutable en tant que chasseur d'étape. L'équatorien qui l'a remporté quand même en 2019, le Giro, mais il a fait quand même 4ème en 2018 avec une victoire d'étape et il a quand même fait deuxième aussi en 2022. Et donc, est-ce que la suite logique serait troisième? Je ne sais pas. En tout cas, Hugh Carty aussi qui sera en tant que coéquipier ici. Hugh Carty, c'est compliqué depuis sa Volta 2020 et depuis même pas mal d'années déjà. Il sera là en tant que coéquipier. On l'a aperçu sur le dernier Tour des Alpes.
Mais vraiment, ça serait compliqué pour Kartik qui a un peu disparu, effectivement. Cepeda qui sera là. Est-ce que c'est pas le meilleur pote de Thibaut Pinot, celui-ci? En tout cas, Alexander Jefferson Cepeda sera là en tant qu'équipier. À l'image aussi, ouais, d'un. Bah, on aura Honoré aussi qui sera là dans du vallon et du plat. Tout comme James Shaw et Owen Doul et Valgren qui seront là pour encadrer. Mais en haute montagne, on aura Cepeda du quartier, et Stenhauser, vainqueur d'étape l'an dernier. Qui est assez intéressant, Jörg Stenhauser, qui fait partie avec Lipovic de ces jeunes coureurs allemands qui performent. Et en plus sur les grands tours, parce que c'est vrai que la génération précédente, il y avait eu Bormann Sherman certes, côté allemand, mais on a eu pas mal aussi, bah forcément Greipel, Kittel, bon il y a eu Tony Martin aussi, mais des Game Cup, donc on avait pas mal de sprinters, là on a quand même pas mal de coureurs de grands tours, comme j'ai dit Lipovic notamment, mais qui est leader aujourd'hui, hein, avec Roglic dans sa formation, enfin, il fait partie des leaders de la Red Bull, mais ils en ont beaucoup de grimpeurs, il est encore capable de performer. Enfin, il sera vainqueur, enfin il a remporté l'étape l'an dernier, et je pense que il sera en tant qu'équipier, mais il peut être électron libre aussi euh, sur cette édition du Giro. La Groupe AMDG, on a une équipe vraiment assez compliquée avec Bijstrom, Germany, Pagny pour le plat, Clément Davy aussi, qui peut aller chercher des fonds de top 10 sur des sprints comme ce qu'il avait fait sur le Tour l'an dernier. Il y aura Rémi Rochard sur montagne, toujours dans l'accompagnement de David Gaudu, Kevin Geniez. Quentin Pachi, pourquoi pas une victoire d'étape? Je pense que Quentin Pachi, ça peut le faire après des podiums d'étape et notamment sa deuxième place l'an dernier sur la Volta derrière Wout van Aert. Et puis David Gaudu, qui sera leader, alors 30ème du Tour de Romandie où c'était assez compliqué pour lui, pour une reprise, hein, parce qu'il n'avait pas couru depuis Tirreno, où il était tombé. Fracture du poignet sur la deuxième étape. Non, main cassée, pardon. Qui l'a forcément perturbé dans sa préparation, il était tombé 2 fois sur l'estradé. Après, Gaudu, on sait que généralement, quand il n'a pas spécialement tant de pression que ça et qu'il est en confiance, il performe. Alors, j'ai entendu un avis hier qui me disait, oui, Gaudu, il enchaîne pas 3 jours. Enfin, il a du mal à enchaîner 3 jours de performance. Pas spécialement dernier sur sa Volta. Il est en forme croissante tout au long de la course. Il a surtout craqué, oui, le dernier jour sur le chrono, mais on savait qu'il allait perdre sa 5ème place. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour lui. Après, l'an dernier, il a aussi beaucoup couru. Là, c'est aux alentours de 12 jours de course, je crois. Pas de 12 jours, attendez. 14, il me semble, de jours de course pour David. Alors, il y a une victoire étape, une 3ème place au général sur le Tour de Man, où il a quand même pas mal craqué dans le dernier kilomètre de ce que j'avais vu sur le site équipe en tant qu'article. J'avais pas vu ce Tour de Man. J'avais suivi les résultats et lu les articles qui concernaient, mais j'avais pas regardé la course en direct. Mais il a pas craqué quand Paris-Pente s'impose à Green Mountain, donc la montagne verte, devant Yates qui avait remporté le général. Mais peut être assez intéressant. De toute façon, il aura sa position qui va monter. Alors, est-ce que David va pas nous faire comme sur son tour l'an dernier où il était vraiment mauvais forme sur le tour l'an dernier? Vraiment. Et sur sa Volta, il a été très performant. De toute façon, il arrivera sur le tour à peu près à 35 jours de course. Je pense que surtout, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas une victoire d'étape et un top 10 au général. Là, il va tenter le général, même si ça va être compliqué en début de course. Après, il y aura de la fraîcheur. Qui, pourquoi pas en fin de course, pourrait être à son avantage. Surtout qu'on sait que l'étape de montagne est plus dure. Et la plupart des étapes de montagne sont en dernière semaine. Et donc il va être assez performant là-dessus. Je pense en tout cas il aura une meilleure condition qu'en début de course. Mais attention en Albanie à pas perdre trop de temps. Ce qui peut être un risque aussi pour lui. Et puis oui, pourquoi pas une victoire d'étape aussi en échappée. On arrive du côté de l'Ineos. Avec Bernal en tant que leader accompagné d'Arensman, Castroviejo, Oscar Rodriguez, Brandon Rivera, Tarling Turner, Lucas Hamilton. Turner sera là oui sur du plat en tant qu'équipier. Oscar Rodriguez aussi, Rivera aussi. Et Lucas Hamilton. Tarling va forcément être un des favoris, si ce n'est le favori des chronos. Castroviejo, comme on dit souvent, plus il vieillit, mieux il grimpe. C'est vrai qu'il n'était pas très bon coureur, enfin un très bon grimpeur chez Mouissa, et depuis qu'il est chez nous, c'est performant, mais il est depuis 2018. Hein, il était énorme sur le Tour de France 2018 là. Et qu'on pouvait se demander, c'est quand même étonnant, mais bon. C'est vrai que au final, on voit plus le temps passe, plus les bons en montagne. C'était un d'ailleurs des meilleurs Ineos au final sur le Tour 2019, je crois aussi. En tout cas, il y a eu pas mal de barres. Kato, on l'a quasiment pas vu sur ce tour-là. Et même l'an dernier, il a été capable d'accompagner en 2023 aussi. 2023, il fait top 20 du général du Tour, je crois. Ou pas loin en tout cas. Mais même l'an dernier, c'était le meilleur équipé de Carlos Rodriguez sur le Tour. Timen Arensman, qui était en forme très tôt. Alors, il est meilleur que Bernal, je pense, à l'heure actuelle. En tout cas, en termes de forme et de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Mais il a déjà sur Paris-Nice où il est performant. Mais surtout, oui. Ce qui va être intéressant, ce qui peut être compliqué en ce qui concerne quand même Arensman, c'est qu'il, comment dire, il est en forme assez tôt, quand même. Il a fini 3ème de Paris-Nice. Ouais, c'est ça.
Il a été enfanté le Tour des Alpes, où il a fait quand même un numéro de quasiment 80 km en solitaire, où il a perdu le général le dernier jour. Mais il est vraiment ultra performant. À ce moment-là, alors attention, parce que généralement, ces dernières années, celui qui gagne le Tour des Alpes abandonne le Giro. Malheureusement, c'était le cas pour Romain Bardet. Même Pinot, au final, il était en lice pour le podium, mais avec sa pneumopathie, il a fini à l'hôpital sur la 20e étape. Richie Porte aussi en 2015, c'était le cas pour Geraint Thomas en 2017 aussi. En 2019, Sivakov, alors il fait fond de top 10 sur le Giro 16, c'est son meilleur résultat sur un gros tour 9ème, comme sur la Volta l'an dernier. Et après, côté haut de vainqueur, Juan Pedro Lopez de l'an dernier, aussi, qui a pas été, qui a pas été très bon sur le Giro. Je crois même qu'il a peut-être abandonné d'ailleurs le Giro. Et Tao Geoghegan qui avait abandonné sur le Giro aussi en 2023. Donc généralement, ça porte pas spécialement chance. On en parlera justement au moment où on sera sur Michael Storer. Mais il faut voir s'il est pas en forme trop tôt. Même s'il avait moins bien commencé en perdant un peu de temps les premiers jours, la condition était meilleure. Il a fait un all-in qui lui a été bénéfique sur l'avant-dernière étape. Et puis Bernal, il était tombé. Alors, ça, il a été double champion de Colombie, chrono et sur route. Mais il était tombé sur la classique Arail. Il est assez bien revenu sur le Tour de Catalogne, il fait 7ème. Alors en montagne, c'était pas le meilleur sur le Tour de Catalogne. Il a un peu récupéré du temps via le fait qu'il était bien placé sur la bordure. Où Neder van Edvelt la prend justement. Mais il faudra voir pour Bernal, il lui manquait un peu de fond ces derniers temps. Il a quand même fait 2 Tours de France, même si l'an dernier était malade sur le Tour depuis sa blessure. J'attends de voir est-ce que sur un grand tour ça peut performer, il faudra voir. En termes de général, est-ce que l'enchaînement des jours de course aussi pourra pas être difficile pour lui, parce que c'est vrai que sur une semaine, il n'est pas tous les jours bon. Donc là, il faudra voir. Mais on part sur un duel de leader. Et puis aussi, Arensman, l'an dernier, comme Bardet, a très mal commencé le Giro en perdant beaucoup de temps sur la première étape. Mais il a été de mieux en mieux. Il était aux côtés d'Ian Thomas, qui ne sera pas sur le Giro cette année. Ce qui permettra aux Britanniques de perdre des points. Parce que justement, c'est vrai que le classement ici par nation, l'an dernier, on était 4ème en fin de saison. Là, on est descendu 9ème. Après, le classement ici par nation, je dis, est toujours mal foutu. Parce que c'est pas fait en fonction des résultats de ton pays, mais en fonction des points récoltés par tes 8 meilleurs coureurs. Sur la dernière année, sauf que côté français, t'as beaucoup de coureurs qui sont entre 1500 points et 1100 pour les 8 qui comptent, et il y en a pas mal qui sont en dessous qui peuvent en ramener, à l'image d'un Romain Bardet, même Kevin Vauquelin, Paul Manil ne compte pas aussi par exemple, et Madouas aussi. C'est compliqué, parce que ça fait que, comment dire, par exemple, le Bardet, enfin pas Bardet, mais par exemple Vauquelin, il aurait gagné à Flèche-Wallonne, il n'aurait pas compté au classement ici pour la France. C'est pas les résultats, mais c'est les résultats faits par tous les coureurs de ton pays, mais ça compte juste les 8 meilleurs. Alors que sur Pro Cycling Stats, certes, c'est pas le même nombre de points, mais ça prend tous les coureurs, donc forcément, ça prend les 2500 coureurs français. Enfin, en tout cas, ça prend tous les coureurs français qui sont professionnels. Et, et attendez, qu'est-ce que je vais voir? Je regarde juste ça, voilà. Et ce qui fait que, en prenant tous les coureurs français, il y en a combien sur PCS à peu près? Je vais juste vous donner pour un ordre d'idée. Alors là, c'est pas marqué sur ce côté-ci. Mais grosso modo, la France est deuxième nation. Ce qui est bizarre. Bah oui, parce que sur le classement UCI, tu es que 9ème. Alors que là, t'es performant. Là, on est à 25 victoires cette saison. L'an dernier à 65, 54, 66, 50, 39, 78, 92 en 2018, 91 en 2017, 70 et 62 en 2015. Et surtout côté classement ici par nation, je vais juste aller ici World Ranking. Hein. Parce que vous savez que j'y vais quasiment chaque semaine. On est passé 9ème. Mais devant nous, les Britanniques vont perdre beaucoup de points. Parce que Geraint Thomas ne sera pas sur le Giro. Alors il y aura Pidcock qui peut performer, on en parlera plus tard. Mais Adam Yates, voilà, Simon Yates, on a marqué assez peu de points. Et il faudra voir sur le Giro. Il y aura Max Poole. Mais Max Poole, ça peut être assez compliqué aussi. Et Tarling va être bon sur les chronos. Mais hors les chronos, ça peut être compliqué pour lui. Et Brennan qui compte maintenant pour eux. Pour marquer des points. Mais qui au final n'y sera pas. Il a 1200 points Geraint Thomas. Mais il les perdra. Il a quasiment que les points d'ailleurs sa 3ème place du Giro l'an dernier au final. Côté Pays-Bas, Van Der Poel va moins marquer de points maintenant, mais on aura seulement Arensman et Lafcoy qui ont marqué des points. Et côté français, le 8ème coureur est à 1100 points. Côté Pays-Bas, enfin côté néerlandais, c'est 661 avec Vandenberg.
Les Australiens vont perdre des points de la 4ème place de Ben O'Connor de l'an dernier. Donc faudra voir, même si Storer va marquer, hein, mais Storer il a quand même des points aussi à défendre. Bon, les Américains sont derrière nous pour le moment. On arrive un peu à tenir quand même pour le moment, on a 900 points d'avance. Le Danemark, oui, voilà, c'est 451 pour le 8ème danois. Ou d'ailleurs, c'est Valgren qui perdra des points qu'il a marqué sur le tour, les jours dernier, où il fait deuxième étape. Côté coureur français, on va seulement perdre les points d'Alaphilippe sur le tour, sur le Giro de l'an dernier. Côté Espagne, idem, hein, côté espagnol, c'est assez fort, mais c'est au niveau du 8ème français hein, pour les Espagnols. Hein. Il est vrai. Italie, bon là, on en a quand même pas mal, mais c'est surtout Ghana, Chicone et Milan qui performent énormément. Mais Chicone qui a peut-être perdre des points du tour de l'an dernier. Fortunato qui est en forme aussi pour eux. Et la Slovénie, c'est 13 000 points pour Pogacar. Juste au passage, Pogacar, tout seul, il serait quand même le 4ème pays. Hein, je sais pas si on se rend compte. Après, c'est Roglic a mis 3008, mais le 8ème Slovène, c'est seulement Novak avec 127 points. Et puis côté Belgique, bon là, les Belges ils sont très forts. Mais côté français, je pense qu'on va repasser devant les Britanniques, même les Néerlandais, les Australiens d'ici la fin de saison. Voilà. Ça, c'est une trêve, mais on en reparlera juste après. Parce que c'est vrai que moi, l'équipe, quand ils font un article en disant que les coureurs français sont pas bons cette année, il y a 3 victoires d'étape pour le tour, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a eu ces dernières années au même niveau de saison. Hein. Et encore, c'est 2 victoires de Lily Martinez, une sur le Romandie, une sur Paris-Nice. Et c'est également avec Brian Cookard sur Tour Down Under. On peut juste aussi citer quand même qu'il y a une 5ème place pour Martinez sur le Tour de Catalogne, une deuxième sur Romandie, au général final, je parle. Hein. Champoussin 10ème du Tour du Pays Basque, et également aussi une 6ème ou 7ème place, 6ème place je crois pour Clément Champoussin sur Paris-Nice, non 7ème. Je vais revérifier ça. Pour moi c'est 7ème hein, qu'il a fait. Sur Paris-Nice, il a fini combien de 7ème? C'est ça, 7ème. Voilà, et en plus il compte d'ailleurs côté français maintenant pour les points ici. Champoussin. Donc voilà, et Ligny, comme j'ai dit, deuxième du Romandie. Donc il y a des résultats qui peuvent être assez intéressants, mais c'est beaucoup de jeunes coureurs qui marquent. Des points, surtout qu'il y en a beaucoup, encore français performants, qui ont été blessés. Je pense à David Gaudu, je pense forcément à Christophe Laporte. Madois qui est assez compliqué, Madois qui est très fort physiquement. Il est bon, mais Madois, son problème, c'est que sur les deux, depuis 2023, il a été bon. Alors il est très bon hein, quand il est en forme, mais 6 jours dans l'année, enfin 6 jours sur les 2 dernières saisons complètes, sur les 2 dernières saisons et demie, c'est sa deuxième place sur l'Estradé. C'est 2 top 10 sur Liège-Bastogne-Liège en 2023 et 2024. Et c'est oui, son titre de champion de France, sa victoire à la Bretagne classique, et puis ce titre de vice-champion olympique. Ça reste quand même des très belles performances, mais c'est vrai que Madois c'est compliqué. Et puis Bardet il a eu ses problèmes d'épaule, et Christophe Laporte qui a eu un virus et qui peut pas courir. Donc ça c'est compliqué pour lui. Mais voilà, je pense qu'on va remonter, puis on a quand même des jeunes très performants qui arrivent. Par rapport à l'équipe qui disait non-performance des Français, après, et en plus même, certes on n'en a pas dans le top 10 à Milan-San Remo, mais ça reflète pas le fait qu'on a eu un Romain Grégoire qui a été seul à suivre Ghana, Pogacar et Van Der Poel. Ça n'a pas duré énormément de temps, mais c'était seul à réussir à les suivre. Ce qui lui a permis de progresser aussi. Mais voilà. Et puis si on peut juste aussi citer, les Flandriennes, le problème c'est que Madois, vous savez que j'aime bien, et Madois, le problème c'est qu'il aime pas frotter. Et donc sur les Flandriennes, sachant aussi que t'avais pas Christophe Laporte, c'est compliqué. Et qu'on a moins la culture en France aussi de ces courses-là, même si on a remporté Paris-Roubaix avec Pauline Ferrand-Préau. On va me dire que ça a été un contre-exemple et que ces dernières années, on a gagné Gand, on a gagné aussi le 3 avec Gand et à travers la fin avec Christophe Laporte, on l'a déjà gagné aussi avec Chavanel à l'époque. Maintenant, ça fait podium du Tour des Flandres. On a déjà fait des top 10 sur Paris-Roubaix ces dernières années. Et on a fini deuxième en 2021 avec Sénéchal et en 2022 avec Laporte sur le 3. Mais on a moins cette culture des Flandriennes que on peut avoir celle des 8 heures d'étape et des classements généraux sur les courses par étape d'une semaine et les grands tours et que sur les Ardennaises. Mais voilà. Intermarché, ça partit avec Bussato, Coleoni, Petiti, Diane Schmidt et Von Kuhn qui sont équipiers baroudeurs. Lumenti, c'est assez compliqué aussi pour lui maintenant. Est-ce qu'il serait pas sur le déclin? Après, il va peut-être essayer d'aller chercher peut-être un top 20 sur le Giro. Et même, c'est comme ça, c'est compliqué. On l'a vu sur le Tour déjà l'an dernier. C'est un peu plus compliqué pour lui, Mentis, qui a surtout aussi ses problèmes en contre-la-montre et qui, fait des saisons un peu bizarres.
et qui n'est pas spécialement performant depuis plus d'un an et demi. Limite depuis sa chute au final sur le Tour 2023. Il est moins bon. Taco Van Der Hoorn sera dans les échappées, pourquoi pas des victoires d'étape pour lui. Garben Tyson sera là pour le sprint. Et puis même ceux que j'ai dit qui seront équipiers seront là aussi dans le train pour Tyson à l'image d'un Ian Smith, qui pourra pourquoi pas être lanceur. Hein, parce qu'il avait une bonne pointe de vitesse. Israël, on va arriver avec première tech, on va arriver avec Simon Clark, qui sera là, Marco Frigo, Nick Schulz, Hugo Houle et Yann Hurt, pourquoi pas pour des échappées, être assez offensif. Et puis surtout, on aura Fuglsang pour sa dernière saison de pro qui sera là, qui a fini 6ème. C'était après sa 7ème place sur le Tour 2013, sa 6ème place en 2020 sur le Giro. C'était sa meilleure place sur un grand tour, il sera là. Corbin Strong, même s'il n'est pas très performant ces derniers temps, Fuglsang, Derek J et Corbin Strong seront là. Derek J pour en général, c'est clairement pourquoi pas ouais, top 15, top 10 à l'image de sa 9ème place sur le Tour l'an dernier. Faudra voir aussi comment il a pu s'améliorer depuis. Même si on sait que sur son Giro il y a 2 ans, il fait pas mal de places d'honneur, mais il était très bon en 3ème semaine et pas mal attaque et qu'il a des bonnes qualités physiques sur les courses de 3 semaines. Et puis Corbin Strong sera là pour des étapes vallonnées et même pour des victoires d'étape, pourquoi pas pour lui, le néo-zélandais, ou des sprints, même si il y a un registre de course à la bonne course un peu limité, comme dirait l'Amérique Production. Il doit être très comparé de Ciccone, qui sera de retour sur le Giro, vainqueur d'étape à plusieurs reprises, que ce soit en 2019, 2022 ou 2016, et ancien meilleur grimpeur. Il sera là, je pense, pour le général, mais aussi pour des victoires d'étape. Surtout que cette équipe va être là aussi pour les victoires d'étape avec Max Pedersen, qui sera entouré de Dan Houle, d'Alex Kirch quand même, et de Matthias Vacek, et Jacopo Mosca aussi, qui sera là. Il y aura Verona pour rouler, mais qui sera, pour être là en montagne, comme Patrick Conrad. Équipe qui sera là pour les victoires, très clairement, avec Max Pedersen, pourquoi pas ramener un maillot Chiclamen pour lui aussi. Donc ça va être assez intéressant pour lui. Et Ciccone, oui, général ou des victoires d'étape, comme s'il a eu sur le Tour des Alpes avec une victoire d'étape. Et puis Movistar, on va arriver avec Nairo Quintana, Orlui Saolar, Leon Barrenechea, Jefferson Cepeda. Donc c'était chez le meilleur pote de Thibaut Pinot. Cepeda. On va arriver côté Movistar aussi avec Milesi, Rubio et Barcelo. Alors Quintana n'est pas spécialement dans ses meilleures conditions. Est-ce qu'il sera pas comme l'an dernier coéquipier d'un Rubio qui a fini top 10? Rubio peut être assez intéressant pour un top 10 aussi, voir qu'il progresse d'année en année. Faudra se méfier de lui. Pourquoi pas même une victoire d'étape comme ce qu'il avait fait devant Pinot. C'était à Superga en 2023, il me semble. Et Formolo aussi, qui sera là équipier, même, équipier, il peut même être baroudeur. Il sera là autour de Rubio et de Quintana. Edmondson, Chris Hamilton, Lemreise, Markel, Van Uden, et surtout Poul. Bon, on a Bram Walton aussi, et Romain Bardet. Poul, Bardet sera là pour la montagne, très clairement, et pour être dans des échappées de victoires d'étape. Bardet, ça va être compliqué pour le général. De toute façon, il a dit qu'il jouera pas le général. Il sera là pour remporter une victoire d'étape. Pourquoi pas même un maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Et évidemment, forcément, on a vu sur le Tour des Alpes que c'était compliqué. Ça forme seulement 10ème. Forcément, le boucle de Romardèche y était, mais avec ses problèmes d'épaule, il était pas 100%. Il avait dû abandonner peut-être même ses épreuves. Paris, s'il n'était pas au départ. Enfin, il avait dû déclarer forfait. Même s'il a été bon hein, sur sa première arrivée au sommet où il finit 4ème sur le Tour d'Algarve. Ça va être intéressant pour Romain Bardet, honnêtement. Mais ouais, victoire d'étape, il va essayer de prendre des échappées. En tout cas, les échappées, il pourra peut-être les prendre, mais des victoires d'étape, ce serait bien, pourquoi pas en montagne, même s'il y aura peu d'opportunités au final. Et un maillot Azzurro peut être assez intéressant. Après, il n'y a pas tant d'étapes de montagne que ça au final sur ce Giro. Donc, il faudra voir, mais pas mal d'étapes pour les baroudeurs qui devraient ne pas essayer de laisser échapper. Max Poul sera autour de lui. Max Poul, qu'on avait vu sur la Vuelta l'an dernier, assez performant dans ce registre-là. Alors, ça, il n'avait pas eu la réussite, mais je pense que là, il sera autour de Romain Bardet. Et pourquoi pas, oui, des victoires d'étape ou des échappées. De toute façon, cette équipe, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Paul Visite Malta avec David Epiganzoli sera là, oui, pour des victoires d'étape et rester placé au général, à l'image de ce qu'il a fait l'an dernier, qui est un des jeunes coureurs italiens assez performants. On en reparlera d'un autre plus tard. David Baïs et Mattia Baïs, ses frères Baïs seront là. Après la victoire dans les deux, je sais plus, David, je crois, sur Grande Sasso d'Italie en 2023. Et puis Leonardi sera là avec Maestri, Leonardi pour le sprint, Munoz, Pietro Bon et Tony. De toute façon, c'est une équipe qui sera dans les échappées. La plupart du temps, enfin, même sur les étapes de plat. Pidcock sera accompagné de Asparen, Gianluca Brambilla, c'est peut-être un de ses derniers grands tours d'ailleurs. Je sais pas s'il arrête à la fin de l'année, mais peut-être il est quand même assez âgé, il me semble. Frison, Donovan, Moschetti, Osson et Zukowski seront là. Bon, très clairement, ce sera autour de Pidcock. Pidcock va jouer les 8 heures d'étape. Le général, ça semble être un peu compliqué pour lui.
Il a fait un bon Tirreno Adriatico en termes de place au général, oui. Mais ce que je veux dire, et des bonnes classiques, ce qui quand même montre quand même, il a été sur pas mal de fronts la suite. Faudra voir s'il n'y aura pas un problème à un certain moment en termes d'enchaînement, même si peut-être qu'il peut le faire, hein, mais entre Tirreno et les Ardennaises et puis Stradé aussi. Et au final, il a été très bon, même malgré une chute sur Milan-San Remo. Il revient dans la descente sur le groupe de contre derrière le trio Pogacar, Van Der Poel et Ghana. Et on a peu les images, mais il aurait été l'un des meilleurs dans le pot de jeu du groupe de derrière. Mais bon, les victoires d'étape seront là pour lui. Après, il sera peut-être passé au général pendant pas mal de temps sur ce Giro. Après, je dis qu'au bout de 2 étapes de montagne, généralement, il peut pas mal craquer à l'image de ce qu'on a vu en 2023 sur le Tour. Il était très bien placé jusqu'à l'étape 14. Alors ça, vous allez me dire, il y avait eu le Puy Dôme, le départ au Pays Basque et Corps Basque et là, je vous dirais que oui. Mais c'est vraiment un enchaînement d'étapes difficiles et des étapes où il y a beaucoup d'enchaînements de cols, où ça devient dur pour lui parce que après le Grand Colombier, il perd du temps. Il recule au général sur l'étape de Morzine et après il explose, enfin il repère du temps à Saint-Germain-Mont-Blanc, il explose en étant lâché très très tôt sur l'étape de Courchevel. Et même en 2022 sur le Tour, il est pas mal. Il est lâché dans le Galibier Mirdien avec le groupe Godu, Van Aert, Roglic sur l'étape du Granon. Il est lâché dans le Granon, le lendemain il gagne Alpe d'Huez après avoir perdu pas mal de temps au Granon. Et dans les Pyrénées, il perd un peu de temps aussi sur l'étape de Mende, mais il est lâché et il perd à la limite 1 heure dans les Pyrénées en 2022. Donc il faudra voir s'il a progressé là-dedans. Mais sur un général, ça semble être compliqué pour lui à l'heure actuelle, même s'il a encore une marge de progression en Pitcock. Là, Red Bull Boransgo, on arrive avec Aleotti, Nikonens qui seront là pour le plat, tout comme Moscon et Tranic en termes d'équipier, mais surtout il y aura Roglic, Inlay, Martinez et Pellizzari. Pellizzari peut jouer, pourquoi pas, des victoires d'étape, être électron libre sur son tour national et un maillot Azzurro de meilleur rappeur. Parce qu'on a quand même Inlay et Daniel Felipe Martinez en tant qu'équipier proche de Roglic, même si Pellizzari et Roglic avaient pas mal marché sur le Tour de Catalogne livré. Inlay qui a fait le Tour des Alpes. Après, oui, on a déjà. Ça peut faire penser à une équipe qu'on avait l'an dernier côté Red Bull sur. Oui, sur la Vuelta où on avait quand même du Martinez, du Lipovic et du Vlasov autour de Roglic. Là, il y aura quand même 3 gros coéquipiers, enfin 3 solides coéquipiers quand même. Un ancien vainqueur avec Hindley en 2022 et le deuxième l'an dernier avec Martinez. Donc, faudra voir. Le Roglic est l'un des principaux favoris, si c'est le principal favori. Il aura une équipe solide autour de lui à l'image de l'AE qu'on verra tout à l'heure. Mais oui, pour moi, Roglic peut très clairement. Pourquoi pas aller remporter son deuxième Giro. Faudrait qu'il fasse attention à Juan Ayuso, mais même à pas mal de coéquipiers. Attention à pas tomber en ce qui concerne Primoz Roglic. On sait qu'il tombe souvent. Mais oui, Primoz Roglic sera l'un des favoris. Si ce n'est le favori avec Ayuso, comme j'ai déjà dit, pour remporter ce grand tour. Il a déjà l'expérience de l'avoir remporté, le Giro aussi. Ce qui peut toujours être important. Forcément. Il a l'expérience d'avoir quand même déjà remporté 5 grands tours. Qui sera avec lui par rapport à Ayuso qui n'a pas encore remporté de grand tour et qui est encore assez jeune. Et Roglic, il connaît son corps parfaitement. Ayuso est encore jeune. Alors que Roglic, comme j'ai dit, et aussi, pardon, j'oublie aussi côté français, coureur qui a fait un top. Côté coureur français, il y en a un autre qui a fait top 10. J'étais en train d'y penser en voyant l'équipe Tudor. Un général de course par étape World Tour cette année, c'est le 9ème Mathis Rondel sur le Tour de Romandie aussi, qui a été assez performant sur cette étape. J'avais pas pu voir l'étape de montagne parce que j'étais avec du monde à la maison, mais il a vraiment fait, il était solide sur les étapes de jeudi, vendredi, j'avais vu, et le chrono, j'ai seulement pu voir le final. Et pour revenir sur la Red Bull, oui, il y aura du monde autour de Roglic. Il va pouvoir assurer le tempo à l'image de ce qu'il y avait sur la Volta, même si UAE sera aussi performant. Il aura peut-être les clés de la course. Même ça peut être kiff-kiff sur un chrono par rapport à Ayuso. Il a quand même été champion olympique par le passé Roglic. Mais les deux vont être assez intéressants et ça va être un grand tour très important. Roglic, il a toujours son punch au sommet de boss pour aller chercher des victoires sur des arrivées pour puncher et même des bonifs. Ayuso aussi, il a le punch, très clairement. Mais il faudra voir. Surtout qu'il a un avantage sur Ayuso, c'est qu'il a gagné le Tour de Catalogne par rapport à lui. Après, il a fait que Catalogne et un Tour d'Algarve où il a été en difficulté, mais il tente de faire Giro Tour aussi. Donc il faudra voir. Sur le Quick Step, on part avec Cataneo Cerny, John Marco Garofoli, Ethan Hayter, James Knox et surtout Luc Lamperti en tant qu'équipier, mais avec un duo de leaders dans des registres bien différents. Un sprinter, un grimpeur. Le grimpeur Mikel Landa, qui aura quand même Cataneo et Knox à ses côtés, qui va être assez intéressant. Mikel Landa, honnêtement, et certes il prend de l'âge, mais il a toujours été performant sur le Giro.
à l'image de sa 3ème place en 2022, mais aussi 2022. Oui, je crois. Attends, je regarde. Parce que 2023, non. Donc oui, c'est 2022. Et puis surtout, sa 3ème place aussi en 2015. Un coureur qui a l'expérience de cette course, 4ème en 2019. Il aura progressé en chrono. Là où Roglic l'avait battu et l'avait empêché de remporter, enfin d'être sur le podium et 3ème en 2019. Voilà, il est toujours bon en montagne. Landa, donc faudra voir. Est-ce qu'à un moment, l'âge sera pas un problème pour lui? Après, il se connaît par cœur aussi. C'est une course qu'il a très souvent réussi, mais sa dernière victoire, c'était en 2007 pour lui sur un grand tour. Et c'était sur le Giro, où il a remporté Maillot Azzurro après une chute aussi, mais il y a aussi la chute de 2021. Donc faudra voir pour Mikel Landa, qui peut être un bon outsider pour le podium, honnêtement. Et puis Landa, il a aussi fait le top 10 sur la Volta et 5ème du tour. Hein. Tudor avec un Marc Hirschi qui a été vraiment en difficulté. Marc Hirschi, ça fait 2-3 mois qu'il met plus beaucoup de pieds devant l'autre. Il y aura Krieger aussi qui sera là. Plumers, Larry Warbasse, Zlar. Mais surtout, bon, il y aura Stork aussi, mais surtout Brenner qui sera coéquipier en montagne de Michael Storer. Les deux seront intéressants en montagne. Storer vainqueur du Tour des Alpes. Je l'ai dit que gagner le Tour des Alpes, c'est pas spécialement un gage d'être performant sur le Giro ces dernières années. Mais il a été en forme, il a fait top 10 l'an dernier. Vainqueur d'étape et 4ème de Paris-Nice aussi cette année. Voilà, c'est le meilleur Tudor depuis pas mal de temps. Donc il va être assez intéressant évidemment aujourd'hui sur ce Giro. Mais attention à voir si la condition il n'était pas en forme trop tôt. En ce qui concerne Juan Ayuso, leader de cette équipe Emirates, qui sera autour d'Arieta. Il aura Arieta à ses côtés, Baroncini qui sont assez jeunes et qui vont le protéger. Isaac Del Toro évidemment. Après il y a pas mal de jeunes, mais aussi des coureurs d'expérience à l'image d'un Rafael Macca et d'un Andy Yates. Mike Nunti, Giovanni, c'est une équipe très solide honnêtement. Sur certains points, est-ce que ce serait pas plus solide que la Red Bull parce que t'as beaucoup de grimpeurs, t'as peut-être moins de coureurs qui peuvent t'aider sur le plat, mais t'en as quand même. Après, t'as pas mal de jeunes comme Del Toro. Il avait quand même souffert hein, sur le Tour d'Andalousie, non, mais sur le passage en Andalousie, sur la Volta l'an dernier. Il a quand même remporté Milan-Turin cette année. Il est vraiment performant le Mexicain. Et voilà, il pourrait être un équipier, voire leader de rechange. Après, il y a aussi Mike Nunti qui sera là en tant qu'équipier, mais il peut être important sur des étapes de vallon. Pourquoi pas s'il a sa carte, à l'image d'un Giovanni aussi, vainqueur de meilleur grimpeur sur la Volta l'an dernier. Et puis surtout Damien, est-ce qu'il sera équipier? Enfin, il sera équipier normalement d'Ayuso, mais est-ce que. On disait que. Enfin, ça disait dans le magazine qu'il voudrait encore une dernière fois tenter, pourquoi pas, de gagner un grand tour et d'être performant en général d'un grand tour. Faudra voir. Après, Yates, l'an dernier, remporte une étape sur Volta, mais au final, à un moment, on savait pas il disait peut-être jouerait le général, mais au final, après cette étape-là, il finit hors du top 10. Le meilleur UAE, c'était Pavel Siakov, comme dit le français 9ème. Comme dirait l'Amérique Production, c'est vrai que il y a la UAE avec Pogacar et celle sans Pogacar. Sans Pogacar, c'est plus compliqué. Mais voilà. Et puis, en ce qui concerne Juan Ayuso, il veut sauter les étapes, oui. On l'a vu sur le tour l'an dernier, ça s'était mal passé dans la direction. Après, il a quand même fini à 20 ans sur le podium d'une Vuelta, c'était en 2022. Il a été performant aussi en 2023 sur la Vuelta. Après, évidemment, le trio Roglic, Vingegaard et Saipes de la Visma. Mais oui, cette année, il a quand même été très performant, vainqueur du trophée Oleg Welia, également aussi de la Drôme Classique, et surtout de Tirreno avec l'étape qui arrive au sommet. Donc voilà, il était très performant. Deuxième tour de Catalogne, il y a surtout le moment où il a perdu des positions et où la Red Bull attaquée, il avait dû faire des efforts de s'y raconter. Faut faire toujours attention à Juan Ayuso, évidemment. Attention peut-être au niveau quand je dis au terme au niveau mental, c'est par exemple sur l'erreur qu'il y a eu au Tour de Catalogne, même s'il a dit qu'il la jouera mieux après, il a encore peut-être des choses à apprendre. Alors il a toujours son style à la Contador quand il attaque, mais il faudra se méfier pour Ayuso, qui a moins d'expérience sur les grands tours, il est vrai, que Roglic. Il n'en a pas encore gagné, même si son équipe elle est solide autour de lui. Maika, c'est quand même un mec qui a remporté 3 étapes sur le tour et qui a quand même, mine de rien aussi, été meilleur grimpeur à 2 reprises. C'est quand même un mec qui a déjà joué des géniaux sur des grands tours, même si c'était pas là où il était le plus performant, mais qu'il a quand même été équipé de Pogacar en 2022, 2023 sur le tour, et même l'an dernier sur le Giro, c'était son meilleur équipé en montagne. Il était chez Vieux aussi en 2021, je crois. Donc faudra, sur le tour que Pogacar remporte. Donc voilà, il aura quand même une équipe avec de l'expérience à ses côtés. Et il faudra voir. Mais oui, il va être assez intéressant, honnêtement.
Et forcément, ce sera le favori. Attention à pas se brûler les ailes et à pas exploser de son côté. Il sera bon en chrono aussi. Il a encore des choses à apprendre, mais il y a ce duel avec Roglic. Roglic, il y a toujours incertitude. Est-ce qu'il peut tomber ou pas? C'est méchant de dire ça, mais c'est vrai que Roglic, il tombe régulièrement. Il y a la statistique, une chute tous les 17 jours de course pour Primoz Roglic. Mais lui, à Ayuso, ça va être intéressant comme duel aussi à voir. Il n'a pas l'expérience d'être vraiment leader sur un grand tour. Parce que il était performant très tôt en 2022, mais il ne devait pas être sur la Vuelta à l'image d'un Pogacar en 2009 ou d'El Toro l'an dernier, mais au final, il y a été. Alors, vous me direz, il y a 2021, enfin 2023 sur la Vuelta, il est vrai. Mais l'an dernier, sur le tour, bah, il y a le fait qu'il voulait pas tout le temps bosser pour Pogacar. Donc, je vous dis, il faudra surveiller pour Juan Ayuso ce qu'il va faire. Mais attention sur certains points en termes, peut-être pas de mental, mais à pas vouloir brûler les ailes ou à pas se voir trop fort. Et à se préserver à pas faire trop d'efforts. Mais oui, c'est limite le favori. Avec Roglic, les deux, voilà. On aura quand même côté Bardani, du Fiorelli, Covilli, Mali, Marcellucci, Pinarello, Rojas, Narenjo, Tarozzi et puis Zanoncello. Oui, ce sera des échappées, tenter des victoires étapes de leur côté. Visma et Zebak ont parti avec Van Aert, Affini, Kelderman, Kruijswijk, Bart Lehman, Simon Yates et Van Barle. Koy sera épaulé par Van Aert qui cherchera des victoires. Van Aert pour pourquoi pas remporter une étape sur les 3 grands tours, comme Romain Bardet peut le faire sur ce Giro passage. Il sera là pour aider Koy et sur des étapes accidentées, il aura ce rôle de leader, même s'il sprint moins, mais pourquoi pas pour lancer les sprints. Il aura une carte blanche sur pas mal d'étapes. On part avec Kruijswijk et Kelderman pour épauler Simonet, même si Simonet, souvent, oui, il va tenter de jouer le général sur les grands tours, mais son début de saison n'est pas spécialement très très bon aussi. Après, à un certain moment, s'il perd du temps sur une première étape de montagne, il ira chercher des. Enfin, il ira à la lutte pour des victoires d'étape. Mais c'est un peu compliqué son début de saison pour lui, donc il faudra voir. Et puis oui, Van Barle, Lehman et Affini seront équipés et rouleront sur le plat. Diego Ulissi avec Conchi, Fortunato, Canter, Kuzmin, Masnada, Pouls, Scaroni. Côté Astana, on a Fortunato pour le général. S'il perd pas trop de temps sur les chronos, mais il va forcément perdre pas mal. Limite, il perdra 6-7 minutes sur les chronos. Un top 10 sur le général, pourquoi pas, de général final, pourquoi pas pour lui, mais des victoires étapes pour cette formation qui a besoin de points ici. Avec un Rouge Pouls qui vient de remporter le Tour de Turquie, même si on sait qu'il y a des problèmes d'organisation. Et puis Scaroni sera là aussi, qui a été numéro 1 mondial à un moment dans cette saison, en termes de points marqués sur le début de la saison, avant que Pogacar arrive. Mais oui, il sera performant. Et voilà, faudra voir. En tout cas, c'est vraiment une très très belle startlist, honnêtement. Il y aura pas mal de coureurs qui seront offensifs et ça va être assez intéressant. En termes de victoire, bah, vous savez que pour moi, j'espère toujours côté français avoir plusieurs victoires d'étape et au moins un français dans le top 10 de chaque au classement général final de chaque grand tour cette année. Pourquoi pas 3 sur le tour, même 3 sur le Giro et pourquoi pas 3 sur la Volta. Mais sur le Giro, oui, on aura Magny sur les sprints qui va être assez important. Après, sur les sprints, honnêtement, on aura du Olaf Koy, du Pedersen qui seront parmi les favoris Caden Groves. Il est tombé Magny Serra plusieurs reprises cette saison, notamment à travers la Flandre, il me semble, mais surtout sur une course comme Tirreno. Après, il a quand même sa deuxième place sur quand il sa main et surtout sa victoire, ainsi que sa deuxième place, il me semble, sur une étape autour, enfin pas autour, pardon, sur l'étoile du Sèche, donc il va être assez intéressant. Il passe pas mal les bosses. Pourquoi pas Manier le voir passer les bosses, être pas mal performant sur les premières étapes. Après, il y en a pas mal qui passent bien les bosses, qui a gros, ça peut passer certains reliefs. À l'image aussi, pourquoi pas Koy, même si c'est peut-être pas les meilleurs. Enfin, les sprinters qui passent le mieux les bosses, mais il les passe bien. Et puis Petersen qui est celui qui passera le mieux les boss. Avec Van Aert pour être performant dès demain à la limite. Enfin même voilà, Petersen et Van Aert sont peut-être moins rapides au sprint. Mais ils auront rien envié. Et si Magny passe demain, ça pourrait être intéressant pour lui. Donc demain ce sera entre Durech et Tirana. Avec oui, 3 difficultés répertoriées dont une boucle dans le final. Tirana 13 km 700 la deuxième étape de chrono. Voilà. Après c'est vrai que j'ai parlé des coureurs français. Mais je ferai pas de point média aujourd'hui, j'en ferai dans le premier débrief qui arrivera peut-être lundi prochain quoi, mais on va pas mal enchaîner les étapes, enfin les vidéos sur TDF là maintenant. On aura Vloré 160 km avec un long col quand même. De 10 km 700 à 7,4% sur troisième étape. Il restera 39 bornes. Bon, faudra voir si tu arrives à passer au sommet, ça peut être compliqué pour certains sprinters, mais
Il y aura du temps de revenir et pour se réorganiser, donc j'attends de voir. On arrivera en Italie avec Alberobello Lecce, tout plat, quasiment. Enfin, pas de difficulté répertoriée, enfin, si une, mais forcément pour le sprinter. Il y aura quelques reliefs entre Shelly, Messa Pica et Matera. 151 km avec un peu de dénivelé dans le final et pas mal de faux plats. Oui, final en faux plat montant qui pour démarre c'est imposé en 2020 comme l'indique le site d'équipe. Van Aert ça peut le convenir, mais lui à Pedersen aussi, hein, peut-être même Bagné. Je parle beaucoup de Paul Bagné, mais j'en attends beaucoup aussi. Godon même, ça pourrait lui être intéressant pour lui. J'ai oublié d'en parler, mais ça peut être aussi, hein, très clairement. Potenza Naples, bah 227 km, c'est l'une des étapes les plus longues. 227 km. On arrive à Naples quasiment tous les ans ces dernières saisons. Même depuis 2022, on y arrive tous les ans au final. Là, il n'y aura pas de boss, hein, quasiment autour, ce sera que du plat. Notamment d'année, on a avec quelques reliefs. Ce sera pour les sprinters aussi, hein. Par contre, l'étape 7, ce sera Castel di Sangro Tagliacozzo. Arrivé au sommet, mais c'est une montée assez roulante, hein, parce que c'est quand même du 12 km 6 à 5,4%, 3500 mètres de dénivelé. Première explication entre favoris. Après, voilà, il y aura quand même des rampes à plus de 10%. Il y aura quelques petits écarts, mais ça fera un écrémage, je pense. Et puis beaucoup de coureurs, comme à chaque première étape de montagne sur un grand tour, voudront se tester. Il n'y aura pas encore de hiérarchie. Après, ce qu'on pourra voir, c'est Giulianova, Castel Raimondo le samedi. Il y aura quelques difficultés, est vrai. Ce sera pour les baroudeurs, c'est 3800 mètres de dénivelé positif dans les apnins. Voilà, il y aura quand même une ascension de 700 mètres à 9%, un 7 km de ravie qui pourrait être assez intéressant avec une descente rapide. Ah, si tu pars là et que tu as un peu d'avance, ça peut être vraiment intéressant pour toi. Il sera pour les baroudeurs, je pense, cette étape. Gubbio-Sienne, et bah, c'est l'Estrade manqué tout simplement. 29 km 500 de Stirati, donc Camino Bianco, quoi. Et puis il y aura le fameux mur de la Via Santa Caterina de Sienne, justement, avec ses pentes à 16%. Ça va être assez intéressant. Des écarts peuvent avoir lieu aujourd'hui. Enfin, sur cette étape-là, qui sera l'une des étapes les plus intéressantes de ce début de tour d'Italie. On peut voir des écarts se creuser, honnêtement, et qui sera vraiment assez intéressant. Les chemins blancs, il y a toujours du spectacle, même si, oui, bah, ce sera un air d'Estrade Bianchi, honnêtement. Comme ce qu'on a vu l'an dernier avec la victoire de Pelayo Sanchez devant Julien, au final, il y a déjà eu quelques chemins blancs. Même s'il n'y a peut-être pas tant de chemins. Enfin, on a un secteur de 8 km, un de 9,3, un de 9,3 aussi, qui est le Sante Martino Ingravia. Et après, oui, on en a un quatrième. Enfin, on en a même, non, on en a 5, mais un de 600 mètres et un de 2 km 3. C'est pas, certes, il y en a beaucoup, mais c'est, oui, il y en a, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on en a quand même, oui, c'est dans le dernier tiers de course quasiment. Ça va être intéressant à voir parce qu'il y a quand même, ils seront quand même en montée pas mal de ces secteurs. J'attends de voir cette étape honnêtement qui peut vraiment être spectaculaire. Luque Pisa, donc Pise, c'est 28 km 6 de contre-la-montre. Celui de 1977 remporté par le Norvégien Knudsen, pardon, tout plat ou presque, et seulement une montée mais qui n'est pas répertoriée. 4 épingles à mi-parcours et 4 virages angle droit dans les rues de Pise. Et arrivé au pied de la célèbre tour, ça va être intéressant comme chrono. Quasiment tout plat pour les purs spécialistes à la Josh Carling qui pourra limite prendre le maillot de leader même, hein, pas dès demain mais dès samedi. Dans les rues de Tirana au final. Affini peut être aussi intéressant sur ce style d'étape là. On aura Viareggio, Castelnuovo, Nemonti. Ce sera 186 km, mais vraiment très difficile comme étape parce que on aura l'Alpe San Pellegrino, 14 km 2 à 8,7% et qui ont des rampes à 19% dans sa partie finale. Après, c'est quand même assez loin de l'arrivée, hein. On sera au kilomètre 93 hein, au sommet de cette difficulté là, hein, sur une étape de 186. Mais il y a quand même le Tuanendo, il me semble. Ouais, ça, Tuano et la Pietra di Bismantova. Qui va être assez intéressant quand même comme qui vont être assez intéressants. C'est quand même ouais, 5 km 8 à 5,8 avec des passages à 12 et avant dernière difficulté 11 km à 4,9 et 10%.
Ça peut être pour Baroudeur, honnêtement. Ouais, c'est un bon Zedapna, comme j'ai dit. Mais il est absent de la course au maillot rose depuis 25 ans. C'est une étape très clairement qui sera pour Baroudeur et qui sera quand même casse-pattes, donc faudra voir. Honnêtement. Modène via Dana, c'est 170 km, c'est plat. Dans la vallée du Pô, c'est Modène, j'y suis allé l'an dernier quand j'étais en Italie. 26 km en circuit dans le final. Les 5 dernières bandes sont masquées par un enchaînement de 11 virages lors de la traversée du centre-ville de Viadana avant une approche rectiligne à partir de la Flamme Rouge. Donc il faudra être très très bien placé honnêtement dans l'approche de ce sprint. Ravijo Vicente, pardon. Une dernière difficulté quand même, le Monte Berico. 1 km 100 à 7,5% de temps moyenne. Un circuit de 20 bornes. C'est assez intéressant. Bon, Gilbert s'est imposé en 2015 devant le maillot rose de l'époque Contador. Ce sera pour des punchers à l'image d'un Roglic, pourquoi pas sur cette étape-là. Même un Dorian Godon peut être intéressant côté français. Ayuso a des capacités pour être performant là-dessus. Pedersen, Van Aert risque de passer aussi, hein, quand même. Mani, on sait jamais. Mais voilà, Bilbao, c'est vrai qu'il a des capacités de puncher aussi. Mais ouais, il y aura pas mal de coureurs qui seront assez intéressants sur cette étape. McNulty aussi, même, hein, pour sa formation d'ailleurs. Et Yates, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire pour Damien, c'est que son début de saison, il a été équipier, hein, je crois, sur Catalogne, mais surtout sur le Tour, enfin sur Tirreno, malgré sa victoire sur Oman. Faut voir. Et après, quand je parlais de Gaudu tout à l'heure, c'est vrai que sa victoire à Oman, il est vraiment hyper fatigué quand il passe la ligne. Vraiment, il était peut-être au bout de sa vie. Mais après un énorme effort sur une pente très raide, et on sentait que ça a été un peu compliqué, notamment dans les avis que jouaient sur le site de l'équipe, pour aller garder son maillot leader sur la dernière étape. Il faut voir pour Damien aussi au final, hein. Parce que comme je disais, après, il voulait jouer au général, mais finir en top 10, et au final, il voulait peut-être après jouer le classement de la montagne, mais pas de points après sa place. Donc, enfin, après sa victoire, donc il faudra voir. Trevis, Nova, Gorizia, 195 km, très peu de difficultés, mais si, on a quand même un 800 mètres à 6% dans la côte de Savère. Un tremblant pour les audacieux avant l'emballage final, nous dit cette équipe, ça peut être assez intéressant. Quelques reliefs du Collio, mais ça pourrait être un sprint, hein, je pense. Le Fiume Veneto Asiago, 219 km, étape très difficile. Léo Pino s'est imposé en 2017. Le Monte Grappa 25 km à 5,8 qui sera très difficile. Pourquoi pas pour les échapper en finale. On a quand même aussi la montée roulante de Doris, 16 km 3 à 5,5. Moi, tu vois, on a accidenté. Faudra se méfier de cette étape, mais ça peut convenir au baroudeur aussi. La Piazzola sul Branta San Valentino, 203 km. C'est la 16e étape, et là, c'est de la montagne très très difficile. 4900 mètres de dénivelé. On aura monté de l'Africa. Sacré enchaînement quand même, hein. Avec la Santa Barbara, 12 km 8 à 5,3, 8,3 pardon, avant l'ascension finale, mais si on regarde juste à peu près les difficultés qu'on aura. On aura la... Ah putain, attendez, voilà, on aura la... Attendez, parce que le site d'équipe, il bug un peu. Ah, on aura la Carbonare, qui est 12 km 9 à 4,6, mais des passages à 10. Le Candriaille, 10 km 100 à 5,6, passage à 13. Le Cavédiné aussi, mais ça sera au niveau de l'inter, enfin du sprint inter. Et surtout cet enchaînement-là, aussi avec le San Valentino, qui sera une ascension très difficile, 12 km 2 à 6,1, mais des passages à 14. Et puis on réenchaîne le lendemain avec San Michel al-DJ jusqu'à Bormio. Ça rappellera... alors c'était Jaffro, hein, quand Froome s'est imposé. Mais ça va être difficile. Parce qu'on passe par le Mortirolo. Oui, on passe par le Mortirolo. Mais on passe surtout par le Tonale. Passo del Tonale, 15 km 2 à 6%. Le Mortirolo, 12 km 6 à 7,6. Pente à 16% par le versant sud. Et il restera 47 km pour Ali Bormio. Ça va être assez important quand même comme difficulté. Surtout que ce sera pas mal accidenté au sommet du Mortirolo. Sera assez important. Il y aura même encore une difficulté de 3ème catégorie. Ce sera pas plat après la descente. Ça peut être casse-pattes et on peut voir quelques écarts, même si c'est vrai que le Mortirolo est assez loin de l'arrivée. On aura une étape de plaine dans ces dernières semaines avant l'arrivée à Rome, hein.
Marbegno, c'est ça, Maderno, 144 km pour les sprinters. Et puis Biella, Campo, Luc et ça, c'est une étape de folie. Parce on est sur Croce Serra, mais en ascension 3ème catégorie, mais c'est surtout le Collet, c'est Corée qui va être très difficile parce que ce Collet, c'est Corée, c'est 16 km à 7,7%, mais des passages à 15 et surtout le col San Pantaleon, 16 km 5 à 7,2, des passages à 12 et surtout, évidemment, les normes. Attendez. Non, ça merde, je suis sur la 10ème étape, c'est pas du tout ce que je pensais. Col de Joux parce que qui va être aussi très difficile là, dans la vallée d'Aoste, 15 km 100 à 6,9, passage à 12 et surtout aussi le Antagnode, 4,5% de moyenne, passage à 11 sur 9,5 km avant Campelu qui va être une étape très difficile, 4950 mètres de dénivelé, 5 cols, mais voilà, c'est très difficile honnêtement. Une grande bataille entre favoris vers une station de ski, arrivée inédite sur la route du Giro et puis le fameux enchaînement Verres-Sestrière. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien quand on passe sur le Giro à Sestrière, enfin quand on y arrive, bon alors certes on aura une difficulté de 4ème catégorie en début d'étape, hein, avec le Roca Canavese, oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On aura le Collet d'Ellis, ce serait 13 km 7 à 4,3 mais 12% de pente moyenne, mais surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment, quand le Giro va s'estrière ces dernières années, qu'est-ce qu'on a depuis 2005? Évidemment, roulement de tambour, Collet de la Finestrée. Et oui, et là c'est terrifiant, c'est 18 km 500, 9,2% de pente moyenne, 14 au max avant s'estrière, qui sera en 3ème catégorie. Là, Tima copie le sommet le plus haut de ce Giro à 2176, il me semble. 178. C'est très difficile. Contador est perdu 2 minutes 30 sur Fabio Aru. Avec les Kanguert, le regretté Scarponi, qui était là aussi. On avait qui repose en paix, mais on avait aussi Taramei dans cette équipe Astana. Mikel Landa qui a fini 3ème sur la victoire d'Aru. Évidemment, Froome, bon, il y a 8 km de gravier. Comme je paie, évidemment, Froome, quand il avait attaqué à 80 bornes de l'arrivée en 2018, propulsé par Kenny Sonde. Là où Pablo Torres s'est imposé et qu'il avait explosé le record de montée de Christopher Froome l'an dernier sur le Tour d'Avenir, même s'il a perdu pas mal de temps au début de course. C'était Blackmore qui a remporté ce Tour de l'Avenir là. Mais aussi, évidemment, en 2005, où le Giro a failli basculer. Ça va être énorme comme ascension. Un col très difficile. Avant, évidemment, l'étape entre Rome et Rome qui a changé, il est vrai, parce qu'il y aura un passage au Vatican. Donc, au 3ème étape que le Giro va traverser sur cette édition. Un bref passage au Vatican et un aller-retour jusqu'au bleu de la mer Tyrrhénienne. Les courses tourneront à 8 reprises sur ce circuit, 143 km. Voilà. Identique à celui de l'an dernier. Petit changement, puisque la ligne d'arrivée sera peinée le long du Circus Maximus, le Cirque Maxime, et non face au mur du Colisée. Les sprinteurs devront ainsi se hisser jusqu'au sommet d'un taquet de 250 mètres à 4% pour lever les bras au terme d'une arrivée impériale. Ça va être intéressant. Alors pas comme en 2022 ou 2020 d'arriver de dernière étape sur un chrono. Mais ça va être assez intéressant mine de rien sur ce Giro. Cette dernière étape aussi pour les sprinters qui sera un sprint en faux plat montant. Honnêtement, ce qu'on peut dire, il est vrai déjà forcément, Roglic et Ayuso vont être assez favoris. Côté français, j'imagine bien Romain Bardet, pourquoi pas, David Gaudu, même des Godon, des Mané et Paché être à la chasse aux victoires étapes et même aller en chercher. Bardet et Gaudu, ça peut être compliqué, peut-être un fond top 10 au général, mais je pense qu'ils iront chercher, pourquoi pas, avec, au final, ils seront peut-être des coureurs intéressés comme peut-être un Pellizzari ou un Giulio Ciccone par le maillot Azzurro. Carapace peut aussi aller le chercher, hein, parce que Carapace a quand même le maillot du meilleur grimpeur du Tour et de la Vuelta. Il pourrait pourquoi pas aller le remporter sur les 3 grands tours. Et puis oui, pour le maillot Cyclamen, je pense forcément à certains coureurs
Comme Pedersen, Van Aert, il sera équipé de la colle, mais on sait jamais ce qu'il peut faire sur une étape. Enfin, oui, sur une édition entière, même si il a du mal à se mettre en dessous ces derniers temps, qu'au sprint c'est un peu plus compliqué. Quand il s'est fait battre par Remco ou Nelson Paulès notamment. Mais il a quand même gagné Matthews sur l'Amstel. Et il a fini 4 de l'Amstel, 4 de Paris-Roubaix du 11. Mais au final, il fait aussi 2 derrière Remco, comme j'ai dit, sur la Brabant Space, donc la flèche Brabançonne. Et il fait 2 derrière Paulès, après avoir été aidé par ses coéquipiers, où ils étaient 3, à travers la fin, donc le Dwarsdorf Vlaanderen. Et puis oui, on peut penser à Mani aussi, Caden Groves pour les sprints qui seront assez importants et intéressants. Évidemment, sur ce Giro, même Stewart, il faudra se méfier comme un Ener Rubio. En lui, ça j'en ai oublié d'en parler, mais qui a une pente de vitesse assez intéressante. De toute façon, le classement du super combatif est toujours difficile à penser sur un grand tour. Même le maillot de Zo, parce que ça peut se voir entre un coureur qui est déçu de son classement général. Bernal pourrait aller chercher, pourquoi pas aussi, hein, Bernal. Hein, on est resté vite fait sur lui. Primoz Roglic, forcément, une très belle équipe autour de lui. Tout comme Juan Ayuso parmi les favoris qui seront forcément, on va dire, ceux qu'on attend le plus. Mais il y aura même, forcément, j'en ai parlé, d'un coureur comme Bardet et Gaudu qu'on attend côté français. Il y aura Damietz, évidemment, qui sera là. Carapace qui va être très intéressant. Arensman qui aura sa carte à jouer. Comme Bernal. Il y a pas mal de coureurs vraiment intéressants sur ce Giro. Tiberi aussi. Côté italien, même un Caruso, pourquoi pas, ou un Pello Bilbao peuvent aller chercher des victoires étapes pour un maillot Azzurro. Manuel Chiclamen, oui, Pedersen a des capacités à aller chercher parce que c'est celui qui passe le mieux les bosses. Et en petit comité pour avoir Van Aert, mais même si les deux sont peut-être moins rapides au sprint qu'avant, ils seront quand même performants. Ils seront là, Manu aussi passe les bosses, ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, et j'ai oublié d'en parler, Milan Fritin qui sera l'un des favoris aussi pour les sprints. Ça va être un Giro qui peut être assez intéressant. La Corsa Rosa, c'est parti pour l'heure du Giro. Le premier grand tour de la saison, vous savez que j'adore les grands tours. Même si le Tour de France c'est ma course préférée. Bref, c'était la petite preview du Giro, je vais vous faire, c'était Cyclisme pour regarder. Portez bien, à la prochaine, ciao ciao.